quelques détails techniques. Donc, nous sommes, pour vous rappeler, dans la session fruits à noyaux ravageurs et maladies. Et Robin va maintenant vous parler des maladies dans les fruits à noyaux. Donc, Robin qui travaille au FIBEL à Lausanne. Donc, le FIBEL, c'est l'Institut de recherche de l'agriculture biologique basé en Suisse. Et je vais laisser la parole à Robin. Voilà. Est-ce que tout est bon? Alors, ouais, alors, comme Clémence a dit, donc moi je m'occupe de la partie francophone du FIBEL pour le secteur arboriculture, petits fruits et viticulture, notamment sur les aspects enherbement, entretien du sol aussi, un peu plus particulièrement. Donc, rebonjour à ceux qui étaient déjà là et bonjour aux nouveaux. Donc, on va parler maintenant de la partie maladie des fruits à noyaux. Donc, pour voilà le premier listing de ce qui va être présenté maintenant. Donc, vous avez à droite les principaux fruits qui sont touchés avec des maladies spécifiques à certaines et d'autres qui touchent un peu tout les fruits à noyaux avec des intensités parfois différentes. Donc, commencer par la moniliose des fleurs et des rameaux qui est vraiment une des maladies fongiques les plus importantes. Ensuite, le chancre ou dépérissement donc, de type pseudomonas qu'on observe en fruits à noyaux. La maladie criblée qui est aussi relativement importante. La cylindrosporiose, un peu moins, on le verra sur cerisier. La clope du pêcher qui est assez spécifique, mais qui est quand même importante. Et ensuite, la variole du prunier, donc je suis plutôt appelé Charca en français. Et enfin, le virus de la petite cerise. Donc, pour commencer avec la moniliose des fleurs et des rameaux, donc, on a déjà 3 types de maladies, en fait, 3 fois un champignon différent, Monilinia laxa, Monilinia fructigena et Monilinia fructicola. Pour vous, ça va pas vous changer grand-chose fondamentalement sur le verger à partir du moment où vous avez la moniliose, mais voilà, c'est important de prendre en compte qu'il y a plusieurs types de champignons différents, mais le cycle est identique, donc pas trop de problèmes au niveau de la protection. Donc, ça touche en fait toutes les espèces de prunus, que ce soit la cerise, la prune, l'abricot et la pêche. Donc, vous avez le cycle ici où en fait, c'est essentiellement les momies qui vous font les infections à partir du printemps sur la fleur. Donc, il y a vraiment un grand intérêt à gérer. On va voir après les stratégies de lutte, à gérer ces momies-là, parce que c'est vraiment le potentiel principal. Donc, quand elles restent sur l'arbre ou peu importe qu'elles tombent au sol, mais il faut les éliminer pour éviter ce potentiel d'infection qui va rentrer en fait par la fleur et ensuite va continuer à faire dessécher la fleur entière et ensuite même le rameau, les feuilles. Donc vous verrez les jeunes pousses de l'année qui vont être rabougries comme vous voyez à la partie en automne où on a vraiment tout qui est desséché. Et là, ça fait un potentiel de contamination relativement important. Et à noter encore que cette maladie, elle touche aussi quand même les pommes, les poires et les coings. Dans une moindre mesure, on peut voir les fruits atteints sur un arbre qui auront ce champignon blanc qui entoure le fruit, mais c'est généralement moins problématique. Donc, pour ce qui est des symptômes, voilà, j'ai déjà détaillé un peu. Donc, c'est vraiment la fleur qui est la première touchée, c'est la porte d'entrée en fait de la maladie. Donc, on a ce brunissement progressif de la fleur qui est pas semblable à du gel. On voit vraiment la différence, la fleur qui sèche complètement. Donc, elle fane et on peut observer après une couche de spores grisâtres en dessus qui vont commencer à sporuler au fil de la saison. Et ces fleurs-là, généralement, restent accrochées au rameau. Donc, on reconnaît assez bien là. Ça met vraiment du temps avant de tomber du bois. Donc, on a vraiment cette branche, les jeunes pousses entières qui vont sécher. Et on a même des fois des exudats de gomme. Donc, il y a parfois en cerisier un peu moins, mais en abricot, par exemple, on peut des fois confondre avec le pseudomonas parce qu'en fait, on a cet exudat de gomme avec cette partie de branches sèches, etc. Mais la différence vraiment à distinguer sur l'arbre, c'est que la moniliose, elle rentre par la fleur et elle va pénétrer dans l'arbre, enfin faire dessécher petit à petit les pousses de l'arbre, alors que le pseudomonas, le chancre, lui, il vient de l'intérieur du bois. On va voir par la suite son développement. Lui, il vient par l'intérieur et il peut faire dépérir des charpentières entières. Mais il ne faut pas se baser des fois que sur la gomme ou des
des branches sèches, il faut regarder en détail comment se présente la maladie. Alors voilà ce que ça donne en fait en image. On voit un peu, ça, je pense que vous avez déjà pu observer les différents symptômes, vraiment le champignon qui se développe sur le fruit, soit de manière circulaire ou juste sous forme de pustule. Donc ça fait vraiment, les fruits infectés ils vont commencer à se dessécher, durcir, mais ensuite ils restent sous forme de momie. Donc là, on est déjà sur un stade avancé, par exemple, là aussi en cerise. Et donc là, ils vont vraiment rester sur l'arbre. Et si vous ne faites pas de nettoyage, que ce soit au moment de la récolte ou au moment de la taille, c'est un énorme potentiel d'infection. Là, ça nous permet juste de voir en fait les trois maladies que je disais avant, donc les trois types de champignons différents, Monilinia, Laxa, Fructicola et Fructigena. Fructigena, c'est celui qui a la caractéristique de vraiment former des cercles. On le reconnaît par rapport à ça. Les autres, c'est plus difficile à distinguer, mais comme je rappelle pour vous, au verger, c'est pas ça qui va vraiment déterminer votre protection. De toute façon, le cycle est pareil et il faut protéger de la même façon. Mais voilà, comme ça, vous voyez un peu en quoi consistent les différents champignons. Pour la gestion de la maladie, donc les mesures préventives, j'insiste justement sur le côté d'éliminer les momies. Donc, soit ça peut être au moment de la taille, quand on est sur l'arbre, on est proche des branches, on peut éliminer ces momies. On peut les faire tomber au sol, et donc il y a encore un potentiel d'infection, mais elles peuvent rester dans le verger si après on va encore broyer les bois, etc. Mais pas les laisser sur l'arbre, c'est vraiment, si elle est à côté des jeunes pousses de l'année suivante, c'est problématique. Pour les branches inaccessibles, on peut utiliser ce genre d'outils, un peu comme un petit râteau à feuilles très fin, qui permettent de facilement décrocher. Ça tombe assez facilement. Si on tape la branche, etc., ça tombe. Mais il faut avoir ce contrôle strict. C'est vraiment important. Sinon, couvrir le verger, ça reste une méthode très importante. C'est favorisé par les pluies. Donc, c'est vraiment de pouvoir protéger ces épisodes pluvieux. Donc, on va traiter en préventif avec les produits homologués en bio. Mais si on peut couvrir son verger, c'est vraiment une mesure de protection. Choisir des variétés moins sensibles, évidemment. On pourra en citer quelques-unes. On a en cerise Regina ou Burla qui sont relativement tolérantes. En prune, on a Tegera et Dabrovis. Et en abricot, on a deux variétés qui ont été développées par Agroscope en Suisse, en tout cas pour notre cas, où Elsa et Mia sont relativement tolérantes à la moniliose. Là, on passe ensuite au chancre à pseudomonas. Donc voilà, là, je disais qu'on a un potentiel de confusion avec la moniliose parce qu'on a cet exudat de gomme. Donc en fait, souvent, quand on lit des fiches sur la partie moniliose, on ne parle pas forcément de cette gomme. Donc elle est pas systématiquement présente, mais on peut l'avoir. Et du coup, quand on l'a, il faut vraiment faire une distinction. Est-ce que je suis atteint plutôt par la moniliose ou la bactériose? Mais vraiment, la porte d'entrée, on a sur la bactériose, c'est en fait la plante qui sépare le bois, vraiment les charpentières principales où ce chancre pénètre et il va faire dépérir des charpentières entières. Donc, ça touche plusieurs arbres, pas seulement les fruits à noyaux, mais aussi des plantes qu'on a dans l'environnement naturel. Mais on a les problèmes principaux sur cerises et abricots où ça mène vraiment couper des charpentières chaque année ou vraiment couper l'arbre à la base parce qu'il est complètement atteint. Alors après, on peut vivre quelques années avec un abricotier ou un cerisier qui a une charpentière qui a été éliminée et où on a perdu un gros potentiel de production. On peut continuer encore à garder cet arbre, mais il faut se faire à l'idée quand même qu'il a la bactérie qui est en lui et petit à petit, il va falloir éliminer les branches ou l'arbre entier. Donc là, par rapport au cycle de vie du chancre, c'est qu'en fait, la maladie pénètre par les blessures qui peuvent être faites. Donc, c'est au moment de la taille, mais aussi tout ce qui est fissure liée au gel. Donc, vraiment, les moindres petits dégâts sont des portes d'entrée pour cette maladie. Et c'est les temps humides et l'alternance des périodes de gel et dégel qui sont vraiment propices à cela. Donc, on va voir que la protection, elle se fait en fait pendant l'hiver. À ce moment-là, c'est là la période importante de protection. Là, vous avez en photo les différents symptômes. Donc, sur feuille, ça peut faire des perforations. Ce n'est pas systématique. On voit un peu des taches, etc. Mais la perforation, ça c'est souvent dans des cas sévères ou si on a une variété assez sensible. Mais on a vraiment, sur cette photo-là, on distingue un peu dépérissement des pousses. Donc là, on a une pousse qui est vraiment atteinte. Donc celle-ci, que ce soit cette année ou l'année suivante, elle devra être coupée vraiment à la base.
parce qu'elle est vraiment plus productive, elle va plus pousser, ça mène à rien. Ça ne veut pas dire que les autres branches vont être touchées directement l'année suivante ou les 2 années suivantes. On peut garder encore cet arbre quelques années, mais voilà, petit à petit, la bactérie est présente et on ne va pas pouvoir l'éliminer. Ensuite, sur fruits, on a des dégâts plus ou moins importants. Sur abricots, on n'a pas forcément des gros problèmes en termes de production. C'est plus une dépréciation visuelle. Ça va être compliqué à commercialiser les fruits qui sont atteints de Pseudomonas. Mais en cerise, par contre, on peut quand même avoir des cas où c'est vraiment problématique, où on a une forte perte de production. Donc, c'est vraiment toujours en fonction de l'intensité de la maladie. Mais vraiment, la branche, comme ici, qui est complètement desséchée, on sait vraiment que pour la saison, on n'aura aucun fruit, quoi. Pour la gestion, donc par les mesures préventives, c'est d'abord d'avoir un matériel sain, garanti entre guillemets de la partie de la pépinière, qu'il ne soit pas infecté. Et on pratique un blanchiment des troncs à chaud éteint. C'est ce qui permet de prévenir en fait toutes les plaies de taille, mais aussi en fait surtout la fissuration des troncs. Donc on fait vraiment la partie tronc principal avec début des charpentières où on met cette chaux éteinte. Ça évite vraiment les craquements de l'écorce entre le gel dégel qu'on peut avoir en hiver, entre un fort gel et ensuite le soleil qui vient réchauffer l'écorce et qui fait éclater. Donc c'est important de faire cette chaux éteinte. On voit que c'est quelque chose d'assez conséquent comme travail, de les badigeonner ces arbres, mais ça a vraiment un intérêt assez important. Et un aspect important, c'est de prendre en compte la taille. Elle est souvent faite, en fait, comme les fruits à pépins, c'est souvent une question d'organisation du temps, mais il faudra vraiment faire la taille après la récolte et pas en fait en période hivernale, parce qu'il faut vraiment miser sur le fait que quand on a fait ses plaies de taille, que ça cicatrise le plus vite possible pour pas que ce soit une porte d'entrée. Donc vraiment de laisser cicatriser ses plaies, ça évitera une infection de l'arbre. Et de nouveau, par contre, couvrir le verger, ça peut aussi être un facteur intéressant. Les variétés moins sensibles, parce que sinon, bah, voilà, dès qu'on a des symptômes sur les branches, les charpentières ou des jeunes branches, il faut vraiment suivre, arracher, couper ce qui est atteint pour s'éviter une contamination. Et là-dessus, on peut juste signaler aussi, ben, on le verra peut-être après dans la partie cet après-midi pour les parties variétés porte-greffe, mais les variétés Elsa et Mia en abricot, par exemple, sont relativement tolérantes à cette bactériose. Donc, à prendre en compte aussi lors de la plantation du verger. Le greffage haut peut aussi avoir un intérêt. On expose un peu moins l'arbre à cette maladie. Donc, c'est aussi un facteur qui peut être intéressant. Et ensuite, les mesures directes. Donc là, c'est quand vous avez des plaies de taille, si vous avez quand même fait votre taille en hiver, etc., c'est de faire des traitements à l'hydroxyde de cuivre en pulvérisation. Donc en fait, là, on les fait à l'hiver. Ça vient à partir des premiers gels jusqu'au débourrement. Donc c'est vraiment des traitements d'hiver où en fait, on vient protéger notre arbre contre l'infection du Pseudomonas, qui est un peu mieux que le masticage des plaies. Souvent, pour les grosses plaies, on parle de masticage. Placer un mastic dessus. Là, après, il y a des études un peu contradictoires dessus parce que autant si on est vraiment en période saine, qu'on sait que notre verger est sain, on peut faire une protection. Ensuite, si on a déjà la bactérie qui est présente ou des autres champignons qui sont présents, on aura tendance à l'enfermer en fait sur la plaie de taille. Donc, niveau mastic, chacun fera un peu selon comme bon lui semble, mais le traitement, il a l'avantage de venir protéger les plaies, mais ça reste aéré. La plaie reste à l'air libre. Pour la maladie criblée, là, donc les plantes hautes, ça touche tous les prunus, sans trop d'exception. Ensuite, par contre, son intensité, ça peut varier. Vous aurez tous vu normalement des prunus avec des perforations, comme on voit sur cette photo là de la feuille, où ensuite les trous, les parties desséchées tombent et ça forme des trous sur la feuille. Et si vous avez juste ça sur votre arbre, c'est un certain affaiblissement, ça perd un peu en photosynthèse. Mais tant que vous n'avez pas sur fruit, on n'est pas encore dans quelque chose de catastrophique, mais on va voir ensuite l'impact que ça peut avoir avec les années. En fait, ça peut vraiment affaiblir votre arbre. Donc, le champignon, lui, passe l'hiver dans les pousses infectées, aussi les momies. Donc, de nouveau, un intérêt de bien gérer ces momies, les fruits morts sur l'arbre et les feuilles mortes. Donc, en fait, il y a un aspect un peu comme la tavelure en fruits à pépins où la dégradation des feuilles mortes est un facteur très important
pour éviter l'infection l'année suivante. Et les infections commencent déjà à partir de 10 degrés, à partir du débourrement jusqu'au mois de juin. Donc, pour les symptômes, voilà sur feuille ce que ça donne. Comme je disais, on peut avoir vraiment quelques feuilles piquées où ça nuit un peu à la photosynthèse sans avoir de gros impacts. Ensuite, quand on a déjà des bouquets complètement touchés comme ça, il y a vraiment un gros impact. Les feuilles vont vraiment se dessécher, tomber de façon prématurée. Donc, on perd cette photosynthèse pour l'arbre. C'est vraiment, ça va péjorer un peu sa vigueur et sa production. Donc, déjà au niveau du tronc, au niveau des branches, on pourra observer des écoulements de sève et aussi des pousses et des branches mortes. Là, on parle de cas extrêmes quand même, mais quand on commence à perdre des branches suite à la maladie criblée, c'est qu'on est vraiment très fortement touché. Donc, il faut vraiment prendre les mesures le plus tôt possible pour s'éviter ça. Et sur fruits, on voit que la dépréciation peut être assez importante. Sur cerises, on va vraiment avoir des pertes de production. Ensuite, sur abricots, ça va être souvent des taches un peu qui nuisent un peu à la qualité visuelle, mais pas forcément gustative, etc. Donc, ça dépendra de comment vous écoulez aussi vos fruits, si c'est plutôt en vente directe ou dans le commerce de détail. Mais là, le potentiel de dégâts peut être important. Il faut noter aussi juste que par rapport à cette maladie, on parle de la pluie qui va favoriser la maladie criblée, mais c'est aussi le brouillard. Hein. Si on est dans des régions à fort brouillard, il ne faut pas seulement se dire qu'on fait un traitement préventif avant les pluies annoncées, mais si on est vraiment en zone brouillard, de vraiment penser à quand même couvrir. On parlera pas de protéger après tant de millimètres de pluie, mais vraiment de se dire, là, on est dans une période intense au niveau brouillard, donc on place une protection préventive. Donc, les mesures préventives, c'est justement du coup un végétal bien aéré en jouant sur la taille pour que vraiment ça puisse bien s'assécher avec le vent et qu'on n'ait pas ce climat humide au sein de l'arbre. On a le principe de couvrir le verger quand même comme mesure préventive. Donc ça protégera les pluies, mais il ne faut pas oublier aussi que ça va quand même moins aérer le verger. Donc si on est en zone plutôt brouillard, mais à faible précipitation, à réfléchir si la couverture du verger est bien adaptée, parce qu'on va aussi se créer un climat humide dans le verger. Donc c'est vraiment un peu au cas par cas selon votre région. Favoriser la dégradation des feuilles, ça, ce sera vraiment très important, comme dans le cas de la tavelure. Donc, vraiment les broyer. Donc, déjà, les ramener un peu si elles sont sous le rang d'arbre, les ramener le plus possible vers l'interrant, que ce soit par le biais de brosse ou même de machine à fil pour les ramener un peu au centre de l'interrant et sur l'interrant de broyer ces feuilles. L'idéal, on pourrait dire, c'est les évacuer, mais on sait qu'au niveau pratique, c'est plus compliqué. Mais si on les broye sur la parcelle, on accélère la dégradation. Et vous pouvez par exemple amener, si vous faites un léger apport de compost, etc., il faut ramener du champignon pour dégrader en fait ces feuilles. On traite avec pas mal de produits préventifs fongicides, cuivre, soufre principalement. Et du coup, il faut penser en fait que cette dégradation des feuilles, ramener un peu du champignon qui va dégrader ces feuilles, c'est un facteur important qui va accélérer leur dégradation. Et sinon, bah, voilà, comme pour la plupart des maladies fongiques, d'éliminer tout ce qui est infecté. Donc, feuilles, bon, elles vont tomber au sol et on les broie après, mais les fruits aussi sur l'arbre, même les branches, si on en observe, les bourgeons. Donc ça se fera un peu à la taille de bien gérer le nettoyage. Et sinon, en mesure directe, là, on fait des traitements à base de cuivre ou d'argile associés à du soufre, du débourrement jusqu'à la fin floraison pour protéger. À partir de 15 degrés, on recommande de traiter qu'avec du soufre. L'efficacité est suffisante, mais en dessous de 15 degrés, la combinaison cuivre-soufre ou des préparations à base d'argile et de soufre ont une meilleure efficacité. Là, on passe sur la cylindrosporiose. Donc ça touche vraiment principalement à la cerise. On va voir que ce n'est pas quelque chose de très problématique. Ça aussi, vous en aurez forcément déjà remarqué dans votre verger ou sur votre arbre en jardin. Mais les plantes hautes sont souvent les cerises plutôt acides que les douces. On a aussi les cerises douces et les prunes qui sont atteintes. Ça se présente sous forme de taches violettes. On verra des photos après. Mais généralement, ce n'est pas autant problématique que la maladie criblée et la lutte se fait de la même manière que la maladie criblée. Donc, normalement, quand vous respectez déjà votre lutte de maladie criblée, vous ne devriez pas voir apparaître la cylindrosporiose ou elle ne devrait pas être suffisamment importante pour vous créer des dégâts. Donc, au niveau du cycle de vie, on a le champignon qui passe l'hiver dans les feuilles de nouveau. Et ensuite, c'est à partir de la seconde moitié du mois de mai qu'on a les principales périodes d'infection. C'est aussi un temps chaud et humide qui favorise ces infections. À l'inverse, elle, contrairement à la maladie criblée, une sécheresse prolongée
va stopper, en fait, ça réduit fortement la germination des spores. Donc, ça permet quand même de calmer un peu les risques d'infection, contrairement à la maladie criblée où il faut être assez rigoureux dans sa lutte. Alors voilà les symptômes qu'on peut observer en symptômes vraiment faibles. Quand on a ça sur feuille, c'est vraiment pas trop problématique. Là, on a déjà un certain nombre de tâches importantes. Donc là, ça nuit à la photosynthèse. Donc les feuilles vont tomber assez prématurément, elles peuvent jaunir plus tôt et tomber assez tôt. On peut observer parfois aussi des petits dépôts de spores jaune-blanc sur la face inférieure des feuilles. Et voilà, le problème, c'est qu'avec cette chute prématurée des feuilles, j'ai oublié de le mentionner pour la maladie criblée, mais ces chutes prématurées des feuilles, ça nuit à la vigueur sur l'année, donc on peut déjà baisser la production de fruits sur l'année, mais ça va aussi jouer sur l'induction florale l'année suivante. Donc, c'est des facteurs à prendre en compte. Si on est touché qu'une année, ça peut encore passer, mais si on répète ça sur plusieurs années, on a vraiment un affaiblissement de l'arbre. Et dans le cas de la maladie criblée, on peut avoir un arbre qui meurt avec le temps. Ce ne sera pas subitement, pas comme avec un chancre ou autre, mais on peut voir un arbre gentiment s'affaiblir et devenir sénescent à force d'avoir des grosses infections de maladies criblées. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. On peut prendre franchement très tôt, donc il faut être attentif à ça pour ne pas perdre un arbre. Ce serait bête de le perdre dans le cas d'une maladie criblée, sachant qu'on a le temps de s'y préparer, contrairement à d'autres maladies comme le chancre bactérien ou autre. Donc, pour la gestion de la cylindrosporiose, comme je disais avant, c'est vraiment les mêmes méthodes de lutte que la maladie criblée. Donc, en fait, c'est de favoriser la décomposition des feuilles par un broyage et application éventuellement de compost pour ramener du champignon. Couvrir le verger. Après, de nouveau, il ne faut pas se créer un climat humide dans le verger. Ça, ce serait plutôt dans le cas de la maladie criblée, comme j'ai dit avant. Des variétés moins sensibles aussi. J'en ai pas à vous citer comme ça de tête sur la cylindrosporiose, mais ce sera vraiment moins problématique, donc pas trop de soucis à se faire là-dessus. Et en mesure directe, voilà, c'est les traitements qu'on fait contre la maladie criblée qui sont également efficaces. Donc, généralement, on fait d'une pierre deux coups. On passe maintenant à la cloque du pêcher. Alors ça, c'est spécifique vraiment au pêcher, mais par contre, si vous avez du pêcher chez vous, c'est quand même quelque chose qui est assez important comme maladie. Là aussi, c'est le type de maladie qui peut facilement affaiblir l'arbre et mener à sa mort petit à petit. Donc, on a vraiment c'est les feuilles infectées qui vont infecter le bois par la suite, en fait, qui vont générer des spores. Donc, on voit ces feuilles recroquevillées. Vous avez ici une feuille saine, ici une feuille recroquevillée. On aura en photo après, ça devient rouge sur les bords, un peu gaufré. Et c'est elle qui va faire une infection sur le bois. Et en fait, ça infecte les bourgeons très tôt en saison. Donc, en fait, la chose importante à prendre en compte sur la cloque du pêcher, c'est que les infections commencent déjà dès 10 degrés et avec les premières pluies. Donc, généralement, on parle de la lutte à partir de février-mars, mais en fait, avec les météos qu'on a assez changeantes ces derniers temps, avec les coups de chaud qu'on a en hiver, on a déjà des fois des traitements en janvier qui sont réalisés pour protéger, parce qu'il faut vraiment protéger le débourrement des bourgeons. Dès qu'on voit que les bourgeons gonflent, il faut venir protéger notre pêcher contre ces spores de cloque. Donc voilà les symptômes, vous voyez à quoi ça ressemble, cette zone vraiment gaufrée rouge, caractéristique qu'on ne peut pas trop confondre. Alors là, on a un tout début d'infection. La photo du milieu, on a vraiment quelque chose de très infecté. Là, on voit bien que la feuille va produire aucune photosynthèse. L'arbre, il est vraiment très mal en point. Et ensuite, l'impact sur fruit, il est vraiment pas négligeable. Ce n'est pas juste une dépréciation visuelle, mais on a vraiment le fruit qui est boursouflé, plissé, et après, il tombe. Donc, on a vraiment cette perte de récolte. Et les feuilles vont gentiment tomber aussi. Ça forme un amas comme ça, mais en fait, gentiment, elles sèchent et elles tombent au sol. Pour la gestion, les mesures préventives, on parle de nouveau d'éviter de planter des variétés très sensibles. Là-dessus, il semblerait que certaines variétés à chair blanche de pêche sont un peu moins sensibles. C'est juste certaines variétés, pas toutes, mais on aurait une petite différence. Éliminer les pousses et les feuilles infectées à partir de mi-mai. C'est important de gérer ça. Quand on a des attaques très importantes, comme on a sur l'arbre de droite, on voit que voilà, là, ça va être difficile. Pour l'année en cours, la production va vraiment être très mise à mal, voire zéro récolte pour un arbre comme ça. Donc, vraiment de prendre ça très tôt, très au sérieux
Comme je disais, à partir de 10 degrés déjà, on a ces potentiels d'infection. Donc, on vient traiter avec du cuivre. En fait, on fait un traitement au cuivre en début de saison. Et par temps humide, printemps humide qui commence, il faut répéter le traitement 1 à 2 semaines plus tard pour couvrir ces spores de champignons. On passe maintenant à la Charca. Là, c'est un virus. En fait, c'est le Plum-Pox virus. Et donc, ça touche les plantes, toutes les prunes de manière générale, abricots, pêches, nectarines et cerises, mais dans une moindre mesure. C'est vraiment les prunes qui sont les plus touchées. En fait, on a deux types de virus de la Charca. On parle virus 1. Non, pardon, non, je confonds. Non, là, on a un seul type de virus. L'insecte vecteur, c'est principalement les pucerons. Donc, normalement, dans votre lutte contre les pucerons, vous allez gérer un peu ce vecteur, mais il y a aussi toute la partie méthode de multiplication végétative, donc d'avoir du matériel sain déjà en pépinière et de contrôler régulièrement son verger, ça va être important. Ensuite, les potentiels d'infection par les outils de taille est aussi important, donc bien désinfecter ces outils. Là-dessus, j'insiste sur le fait, on parle souvent de désinfecter les outils, donc on a souvent, si on fait attention, on a un petit spray d'alcool à brûler ou autre avec soi et on peut donner un petit coup de spray en passant d'un arbre à l'autre ou en changeant de parcelle. C'est souvent pas suffisant, malheureusement. Pour certaines maladies, certains champignons, ça peut suffire, mais certaines choses comme le feu bactérien ou autre, même comme contre la charca aussi, il faudrait, normalement, on parle d'un alcool à minimum 80 à 90 degrés et de laisser tremper l'outil pendant 24 heures. Donc, on voit bien que l'efficacité de juste donner un coup de spray sur l'outil de taille n'est pas suffisant. On peut utiliser un peu le chalumeau. Si vous avez un petit chalumeau portable avec vous, chauffer la lame, ça peut être un peu plus intéressant que de désinfecter à l'alcool. Donc, voilà, c'est souvent, certains nous disent oui, je fais attention à bien désinfecter mes outils, mais malheureusement, il semblerait que juste sprayer sur le moment une solution d'alcool n'est pas suffisant. Donc, quelque chose à prendre en compte pour pas se dire j'ai tout fait comme il faut de manière préventive et qu'en fait, on a quand même transmis le virus d'un arbre à l'autre. Alors, voilà un peu ce que ça donne les symptômes de la charca. Donc, on voit un peu ces décolorations de feuilles, un peu jaunissement. On ne peut pas trop confondre avec des carences. On voit que c'est un peu différent par rapport à une carence en quelconque nutriment. C'est assez caractéristique quand vous voyez cette décoloration. Sur fruits, on a aussi un impact non négligeable. Donc, c'est pas seulement visuel où on pourrait se dire que voilà, en jouant en expliquant au consommateur, on peut quand même consommer le fruit, mais on a vraiment le fruit qui est moins sucré et un peu même desséché. Donc, on a vraiment une dépréciation du goût aussi, donc potentiellement une très mauvaise récolte. Donc, au niveau des mesures préventives, le matériel végétal sain à la base, c'est vraiment important, certifié sans virus. Les variétés résistantes à ce virus-là qui sont proposées. Et sinon, dès qu'on voit un arbre atteint, là, malheureusement, contrairement à la bactériose, où on peut se permettre de couper une charpentière et que l'arbre peut encore vivre quelques années, là, si on observe des symptômes de charca sur un arbre, il faut vraiment prendre ça au sérieux et éliminer l'arbre complet. Donc, c'est pas de se dire j'ai vu une jeune pousse de l'année infectée. Il faut vraiment arracher l'arbre directement et surveiller les arbres alentours pour être sûr. Il y a aussi un gros problème, c'est qu'en fait, ça touche pas mal d'arbres alentours, pas seulement les cultures fruitières. Donc, si vous êtes en zone assez boisée avec de la forêt autour, vous pouvez avoir un potentiel d'infection qui va gentiment venir chez vous. Donc, bien contrôler quand même vos différentes parcelles. Vous n'aurez pas la même sensibilité d'une parcelle à l'autre. Mais voilà, éliminer l'arbre, c'est un peu l'obligation. C'est pas à voir selon votre pays, mais c'est pas un organisme de quarantaine, donc pas d'obligation légale de le signaler. Mais c'est toujours bien de signaler à vos conseillers cantonaux ou régionaux pour informer un peu sur la situation des différentes parcelles et qu'il y ait un suivi en fait de ce virus, qu'on puisse vraiment avoir le contrôle dessus. Et sinon, donc voilà, mesure protégée contre les insectes qui peuvent être vecteurs de ce virus, c'est les pucerons. Mais comme on sait qu'on a généralement pas mal de problèmes de pucerons déjà en fruits à noyaux, voilà, la lutte, non, on a vu aussi dans la présentation d'avant les moyens de lutte. Donc là-dessus, vous avez déjà un impact assez important au niveau du vecteur. En passant à la dernière maladie, c'est la maladie du virus de la petite cerise.
Ici, en fait, on a deux virus différents. On parle du virus de la petite cerise 1 et le virus 2. Ça touche uniquement la cerise, justement. Donc, les plantes hôtes sont autant les cerises douces que les cerises acides. Ça se présente sous une forme plutôt latente. C'est avec le temps qu'on observe cette maladie. La propagation, elle se fait par du matériel végétal infecté. Et on n'a pas de vecteur connu pour le virus 1, alors que le virus 2, on a la cochenille du pommier qui serait un vecteur de ce virus. Ça a d'abord sorti au Canada. Après, selon les régions, je ne sais pas trop par chez vous si vous êtes assez touché par ce virus-là, mais par région, la cochenille du pommier peut vraiment être un vecteur important à prendre en compte. Donc, il faut placer les traitements contre la cochenille pour éviter cette infection du virus. Donc, en fait, voilà, vous avez la photo à gauche avec aucun symptôme sur cerise et à droite avec les symptômes. Donc, mis à part la taille, on pourrait dire qu'il n'y a pas trop de problème, que c'est juste un problème de calibre. Mais malheureusement, il y a la couleur qui joue un rôle. Alors ça sera plutôt une appréciation visuelle, mais le goût est aussi affecté. En fait, on a une teneur en sucre réduite, un goût un peu âpre. Donc, vraiment, c'est pas seulement visuel et la qualité est vraiment… on prend vraiment un coup. Donc, c'est important de contrôler. Le seul problème, c'est que c'est une maladie, comme j'ai dit avant, qui était plutôt latente. Donc, le développement, il se fait normalement au fil de la saison. Les cerises grossissent gentiment et c'est au moment de la maturation. C'est vraiment en 1 à 2 semaines où la maturation se ralentit complètement et même s'arrête. Et donc, en fait, au début de saison, on ne peut pas tellement connaître l'état des lieux au niveau de ce virus de la petite cerise dans notre verger. C'est vraiment au moment de la récolte, en fait, ou de la maturation qu'on va s'en rendre compte. Donc, on est un peu malheureusement désarmé par rapport à ça. On pourra prendre des mesures pour l'année prochaine, se dire, bon, bah voilà, je dois arracher cet arbre et replanter, mais on n'a pas vraiment d'autres moyens de surveillance. Ensuite, on voit donc le rougissement des feuilles que ça peut provoquer. Alors ça, voilà, si on arrive à la période automnale, c'est difficile de distinguer les deux, mais si vous voyez ça assez tôt dans la saison, c'est symptomatique de cette maladie. Et à signaler, donc au niveau du monitoring, je disais que la détection est faible au niveau de ce virus. Par contre, on peut faire analyser les branches si on a des soupçons. Donc ça pourrait être un moyen, si vous avez observé un arbre qui a été malade, qui a été affecté 1 année, vous l'arrachez en fin de saison parce qu'il a présenté les symptômes de cette maladie. Et pour être sûr que les voisins ne soient pas infectés par ce virus, vous pourriez prélever des jeunes branches, etc., les faire analyser par un laboratoire de votre région. Et on a généralement des bons résultats. On arrive à bien détecter cette maladie pour vous dire assez tôt s'il faut avoir faire des arrachages plus conséquents ou savoir un peu où vous en êtes au niveau de votre verger. Sinon, bah voilà, les mesures préventives, comme je disais avant, plutôt du matériel sain, surveillance de la cochenille du pommier, si dans votre région vous êtes assez concerné par cette cochenille. Et sinon, les mesures directes, c'est malheureusement d'arracher les arbres affectés. Pas trop d'autres solutions. Une fois que la maladie est là, malheureusement, c'est un peu trop tard. Et j'en ai terminé pour ça. Donc, merci pour votre attention. Et puis, on va pouvoir passer à la série de questions. Donc, il y a une première question plutôt générale. Le fait de couvrir le verger signifie qu'on ne profite pas des précipitations pour l'apport d'eau aux arbres. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les conditions climatiques de sécheresse, c'est cohérent de favoriser ce type de pratique? Alors ça, c'est clair que c'est un gros dilemme. Même quand on parle après aussi filet à drosophile, on évite les drosophiles, mais en même temps, on ne permet pas trop aux pollinisateurs de passer. C'est vraiment, il faut voir en fait, selon votre contexte, si la maladie, c'est vraiment un facteur très important. Si ça fait que vous avez un potentiel de récolte vraiment très faible et que ça vaut la peine de protéger contre cette maladie, je dirais qu'il faut le faire. Et sinon, si vous voyez que vous arrivez à vous protéger, que vous arrivez bien à aérer. Si vous mettez tout en place, toutes les mesures préventives, a priori, vous arrivez déjà à bien limiter les infections. Après, voilà, du coup, ce sera vraiment au cas par cas, selon la région et la vision de la personne, justement, de voir si couvrir son verger, ça vaut réellement la peine. Oui, bien sûr, ça fait que sens de couvrir un verger dans des régions où il y a beaucoup de précipitations.
Parce qu'il faut savoir que dans les régions, plutôt le nord de l'Europe, où il y a beaucoup de précipitations, c'est les maladies qui posent le plus de problèmes. Et dans les régions du sud, où il y a moins de précipitations, c'est surtout les ravageurs qui causent problème. Et donc, couvrir, ça fait que sens. Là où les maladies sont un plus gros problème que les ravageurs. Et en général, on a trop de précipitations, trop d'humidité, donc il y a moins de problèmes de sécheresse, même si on fait face à plus d'extrêmes, des hausses de température sur quelques jours ou justement le manque de précipitations sur la durée. Et si jamais par rapport à ça, on est en train de mener des essais, par exemple, contre la moniliose. Là, pour l'instant, on n'est qu'avec des solutions préventives, avec du bicarbonate, du soufre, voire du cuivre. Et on est en train de mener des essais maintenant ça fait bientôt 3-4 ans qu'on a un peu des retours assez concluants avec la bouillie sulfocalcique en curatif. Donc, protéger avant les pluies contre la moniliose et ensuite, après des gros risques d'infection, des grosses pluies, de venir en fait avec cette solution en pseudo-curatif. Et on a des résultats assez intéressants. Donc, si peut-être à l'avenir, on arrive d'ici peu de temps à homologuer cette solution, on arrive à s'armer encore un peu plus. Voilà, ce serait des petits compléments possibles. Ah oui, ça me fait penser aussi, il y a un petit avantage aussi à couvrir, c'est protection partielle contre le gel. Mm-hmm. Ça peut aider. Prochaine question, moniliose. Est-ce qu'il y a des traitements phytosanitaires à base de cuivre contre la moniliose? Oui, alors justement, ouais, j'en parlais un peu. À la base, en traitement préventif, on travaille plutôt bicarbonate de potassium, donc type Vitisan ou Armicarb, pour en citer quelques-uns, avec du soufre en association. Mais ensuite, il y a aussi la possibilité de mettre du cuivre. Certains qui sont très touchés par cette maladie ont tendance à faire un traitement avec le trio cuivre, soufre et bicarbonate en préventif. Et comme je disais avant, alors pour l'instant, ce n'est pas homologué, mais on est en train de tester la bouillie sulfocalcique en solution curative. Donc voilà, un peu les possibilités de traitement. Après avoir, oui, si le cuivre est homologué selon les régions en curatif pour cette maladie, ça après, chez nous en Suisse, c'est le cas. Après, je ne sais pas du coup pour les autres régions, à voir chez vous. Quelqu'un qui demande préciser les variétés tolérantes à la molisio, s'il vous plaît. Donc, je peux te dire quelque chose. Il y a un résumé pratique sur le site du BioFoodNet. Donc, vous écrivez le nom comme sur la fiche, ici en haut à droite, biofoodnet.org. Et vous trouvez tout ce qu'il faut. Si jamais Mais j'en si tu avais veux dire cité juste quelques-unes au début qui figurent dans les listes, il y a des listes aussi disponibles sur le site du FIBOL, des recommandations variétales pour le bio. Et en fait, en cerise, j'avais cité par exemple Regina ou Burla, qui sont considérés relativement peu sensibles. Après, tout dépend évidemment le contexte dans lequel vous êtes. Au niveau des prunes, on aurait Tegera et Dabrovis. Et en abricot, ça avait été développé en Valais, en Suisse, variété Elsa et Mia. Qui sont relativement tolérantes à la moniliose, si jamais. Je vous ai mis le lien vers le document du FIBOL et je vais mettre le lien aussi de la fiche pratique. Après, chancre, faut-il aussi arracher les racines de l'arbre quand l'arbre est attaqué? Alors voilà, c'est recommandé quand même. Généralement, ouais, quand on parle d'arrachage, c'est pas juste de le couper à ras. Après, le potentiel d'infection, je suis pas sûr qu'il soit énormément important si on laisse juste le système racinaire en place. Mais généralement, on recommande, surtout, idéalement, selon comment vos vergers est conduit, vous allez faire un remplacement. Mais on recommande quand même d'arracher complètement. C'est quand même l'idéal pour éviter de contaminer les arbres un peu voisins. Après, si un sion d'abricotier est touché par le chancre juste au-dessus du collet, donc sous la greffe, est-ce que le couper à la base et le regreffer permet d'éliminer la bactérie ou est-ce que de toute façon, c'est le plant entier qui est infecté?
Là, si c'est juste en dessus du point de greffe, j'aurais quand même tendance à dire que c'est préférable de recommencer, quoi, de remettre un nouveau sion. On n'est jamais assez sûr, on ne peut pas vraiment savoir jusqu'à où la maladie. Quand je parlais avant des charpentières entières qui sont touchées, eh ben là, généralement, on coupe la charpentière et puis des fois, on prend un peu plus pour prendre un peu de marge. Mais après, voilà, ça peut durer, même en enlevant une charpentière complète, ça peut durer encore 4 ans durant laquelle l'arbre continue à vivre sans représenter de symptômes de chancre. Ou alors l'année suivante, il y a déjà une deuxième charpentière qui est touchée. Donc, ouais, je dirais quand même d'aller le plus loin possible, enfin, de prendre vraiment de la marge avec ce chancre. Est-ce qu'il existe des kits de détection des virus, bactéries utilisables au verger où les techniques sont forcément moléculaires en laboratoire? Euh, Mis à part pour le virus de la petite cerise, où là, ben déjà, c'est vraiment en laboratoire, ils préconisent de prélever du matériel végétal et de l'envoyer. Je sais que bon, pour le feu bactérien, mais qui concerne les fruits à noyaux, à pépins, on a des kits maintenant de tests pour le terrain. Ensuite, par contre, pour chancre, pseudomonas ou que ce soit d'autres, la charca, etc., à ma connaissance, il n'y a pas de matériel de terrain. Je ne sais pas si toi, Clémence, tu as connaissance de quelque chose. Non. Non. Prochaine question, maladie criblée. Tu avais dit quelque chose comme ramener des champignons, je pense que c'était en liaison avec le compost. Quelqu'un demande comment faire, préciser. Alors, l'idéal, c'est d'amener le compost sous les arbres, ben, non seulement pour le rôle de fertilisation, on ne parle pas seulement de ramener du champignon pour dégrader les feuilles, mais c'est plus par l'équilibre du verger, donc déjà de ramener ça comme fertilisant. Et en fait, ouais, on ramène du champignon frais, parce que comme je disais avant, le problème, c'est qu'en traitant avec nos produits préventifs en bio, cuivre, soufre ou autres, on touche quand même tout type de champignons de manière générale. Donc, on arrive à se prémunir un peu contre des spores, mais on détruit aussi les bons champignons de la dégradation du sol. Donc, dans le sol, pour qu'on dégrade les feuilles mortes, etc., il faut des bactéries et des champignons. Alors, bactéries, elles sont normalement encore assez présentes. On n'utilise pas trop de bactéricides, mais au niveau fongicide, voilà, on a quand même pas mal détruit les spores présents dans la parcelle. Donc, de ramener un peu des champignons frais, ça va accélérer la dégradation des feuilles. C'est simplement ce processus-là, en fait, d'accélérer un peu, remettre de la vie un peu au sol du verger, quoi. Ensuite, savez-vous pourquoi les feuilles tombent prématurément dans le cas des maladies foliaires d'un point de vue physiologique de la plante? Je peux juste, c'est en fait, c'est la plante qui se défait des feuilles attaquées pour pas que ça prolifère. C'est C'est un un moyen symptôme de de... défense, quoi. Ouais. Cloque du péché. Comment utiliser le cuivre pour la cloque? Mais je pense que tu avais déjà répondu. Oui, je Enfin, crois que je peux juste remettre la slide si jamais, mais d'autres traitements que que le cuivre pour la cloque? Question. ça, par contre, à ma connaissance, Ouais. non, je crois que pour l'instant, on n'a pas tellement testé d'autres solutions. Après, il faut aussi dire que par chez nous, en Suisse, on n'a pas des grands vergers de pêcher. C'est plutôt des surfaces anecdotiques. On n'a pas forcément un gros recul. Mais sur les pêchers qui marchent chez nous, pour l'instant, c'est plutôt cuivre. Donc, non, j'aurais pas trop d'autres solutions à proposer pour l'instant, quoi. Charca. Est-ce qu'il y a un traitement contre le charca? Non, alors malheureusement, c'est vraiment, ouais, on est encore assez démunis là-dessus. Il faut vraiment travailler avec des variétés peu sensibles, gérer, ouais, dès que l'arbre est infecté, il faut l'arracher. Il n'y a pas de traitement encore contre la charca, malheureusement, quoi. Et après, il y a encore la question, est-ce qu'il faut aussi éliminer les racines en même temps que l'arbre quand il Alors y a là une aussi, je attaque? pense que là, c'est vraiment recommandé. Ouais, encore plus, je pense, pour la charca que pour la bactériose. Quelles sont les maladies qui rendent le fruit non comestible même en transformation? Parmi toutes celles citées, euh, bah, on voit typiquement la cloque du péché, ça fait vraiment, c'est pas seulement visuel. Il y aurait, ben, disons, la maladie criblée, comme je montrais avant, ou même la cyadrasporiose. Ça a tendance à être plutôt visuel que qualitatif. Donc, en abricot, typiquement,
Les critères pour la vente d'abricots bio ne jouent pas trop sur l'aspect visuel, que ce soit coloration ou tache. Donc, la maladie criblée, ça passerait. Il n'y a aucun problème à faire du jus, ou etc. Pour la transformation d'abricots. Tandis que moniliose, là, on sait que si on est touché, c'est vraiment plus possible. Ouais, il y aurait, parmi celles qui ont été citées aujourd'hui, ce serait vraiment cylindrosporiose et maladie criblée, où on peut encore travailler le fruit, quoi. En fait, il y a deux causes principales pourquoi on ne pourrait pas les utiliser en transformation. La première, c'est l'arrêt de la maturation, donc manque de sucre, manque de qualité gustative. Et puis la deuxième raison, ce serait une attaque fongique, pourriture. Donc c'est plutôt l'aspect sanitaire un peu. Mais en général, ça se voit à l'œil nu. Après, il n'y a plus qu'une question. Quelles pêches à chair blanche sont moins sensibles à la cloque? Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé de nom de variété recommandée. C'était simplement une recommandation que certaines variétés à chair blanche. Alors, je ne sais pas si, peut-être cet après-midi, si François Varlop, qui présentera les variétés et porte-greffes, a des informations à donner. Mais comme je disais, nous, on est assez peu concernés par la pêche. Et donc, je n'ai pas forcément de nom de variété à vous donner. Je ne sais pas si toi, Clémence, tu as une idée. Mais... Non, mais c'est pour la personne qui a posé la question, ça vaut la peine de participer à la session de cet après-midi. François Varlop du Grabe, qui est au sud de la France, et ils sont beaucoup plus d'expérience avec les pêchers nectariniers. Il y a une question encore, je crois que c'est la dernière. Quid de l'ESCA, enroulement chlorotique de l'abricotier? L'ESCA ou l'ECA alors, hein, ouais. Le CA. Ah oui, ouais, ok. Ouais, alors là, on n'en parlait pas forcément, c'est vrai que c'est assez typique de l'abricotier. Donc, on a quand même pas mal de problématiques. Donc, c'est avec le psylle du prunellier qui est le vecteur de cette maladie. Donc, en fait, ça se passe par la gestion du psylle en préventif. On est en train de tester différentes méthodes pour éviter le retour du psylle qui migre en hiver, il vit sur les prunelliers et d'autres prunus. Et ensuite, il vient sur ces abricotiers et c'est par le biais des piqûres, en fait, où il va amener cette ECA. Donc, ça crée pas mal de problématiques. Et sur le CA, c'est vraiment comme les autres virus qu'on a pu voir. Dès qu'on a un arbre, un abricotier touché par le CA, c'est arrachage de l'arbre complet. Là aussi, on peut faire analyser la maladie pour être sûr que ce soit le CA. On peut prélever des jeunes pousses et faire analyser en laboratoire pour valider que c'est bien cette problématique-là. Mais ensuite, pour la gestion au verger, on observe en fait aussi une chute prématurée des feuilles. Les fruits vont se dessécher aussi, on n'aura pas de maturation. Mais le seul moyen, c'est de lutter contre ce psylle du prunellier. On est en train d'essayer, par exemple, des variantes à base de kaolin aussi, où on pulvérise, on blanchit les arbres au kaolin pour faire une barrière physique, pour éviter, faire une barrière physique qui empêche le psylle de revenir sur l'abricotier, à des efficacités un peu partielles, mais voilà, on est quand même relativement démunis en bio par rapport à ça. Mais selon les cas, ça dépend. Il y a des variétés plus sensibles que d'autres à l'ECA, des zones parcellaires aussi plus sensibles. Donc, au cas par cas, il y en a qui sont vraiment très peu touchés, qui ne se posent pas la question, et d'autres où, année après année, ils doivent arracher certaines variétés complètement. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. On ne l'a pas traité ici, c'est vraiment spécifique à l'abricot, et c'est vraiment… Alors, je ne sais pas après pour les pays voisins ce qu'il en est, mais même chez nous en Suisse, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Certains ont rien et certains sont très fortement touchés. Après, encore une question par rapport au traitement. Un traitement reste-t-il efficace si une pluie d'intensité moyenne intervient 3 à 4 heures après? Alors, tout dépend ce qu'on entend par intensité moyenne, mais généralement, après 10 à 20 mm de pluie, on recommande de renouveler la protection parce qu'avec les produits qu'on utilise en bio, on est quand même vite lessivé. Donc, généralement, ouais, entre 10 et 20 c'est un grand maximum. Après 20 mm de pluie, de renouveler la protection. Donc, ça peut être en une seule journée ou nuit, s'il y a eu une grosse pluie, de renouveler derrière comme préventif, ou alors sur une semaine et demie, où on a des 4, 5, 7 mm, ou ensuite, quand on a un cumul
de 10 à 20 mm où on renouvelle la protection. Voilà, il n'y a plus de questions. Donc, pour ceux qui ont redemandé, donc oui, on a enregistré le séminaire, on le mettra en ligne, tout comme les diapos. Tout sera à votre disposition. Et je vous propose aussi de jeter un coup d'œil sur le site web du projet BioFootNet, donc https://biofootnet.eu, avec plein de ressources, comme j'ai déjà dit, des résumés pratiques, des vidéos, des podcasts, le lien vers le cours en ligne. Voilà. Donc, on va fermer la session. Merci à tous, bon appétit. Bon appétit. Ah, il y a encore quelqu'un qui demande si il ou elle peut utiliser les diapos pour un cours. Bah, je pense dès du moment que vous laissez le logo du projet dessus, que vous citez euh, correctement, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est de partager le savoir. Donc, si vous faites la promotion, c'est super. D'ailleurs, vous pouvez peut-être me laisser votre contact parce que l'idée aussi du projet, c'est de disséminer tout ce qu'on a produit. Donc, vous pouvez me laisser mon contact. Merci.